Bonsoir. La présentation va commencer dans 2 minutes. Rebonsoir. La présentation va débuter dans 1 minute. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette formation pour les professionnels de la santé intitulée « La gestion des traitements oraux dans la leucémie myéloïde chronique ». Mon nom est Pascal Rousseau, je suis la chef des services à la communauté pour la Division du Québec et pour la région d'Ottawa à la Société de leucémie lymphome du Canada. Donc, ce soir, la présentation sera d'une durée d'environ 1 heure avec une période de questions. Puisque vous êtes en mode silencieux, je vais vous inviter à taper vos questions. Vous pouvez le faire tout au long de la présentation dans la zone questions et réponses. Et on va y répondre à la fin de la présentation. La formation de ce soir, elle est enregistrée et elle va être versée dans notre programme de formation continue pour les professionnels de la santé pour pouvoir être utilisée en mode auto-apprentissage et elle sera disponible jusqu'au 13 avril 2022. Donc, prochaine diapo, Kim, s'il te plaît. Alors, nous sommes la Société de leucémie et lymphome du Canada. Notre mission, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées par un cancer du sang et de financer la recherche. Bon, c'est correct? Prochain. Nous sommes là pour aider la communauté des cancers du sang. Donc, nous offrons du soutien tout au long du parcours. N'hésitez pas à parler de nous aux patients et aux familles que vous rencontrez. De plus, en communiquant avec nous, vous pouvez commander des livrets détachables, alors pour les remettre aux patients et aux familles que vous rencontrez. Désolée, Kim, les diapos n'ont pas changé. Moi, je me demandais si c'était moi. Est-ce que c'est moi? Excellent. Donc, prochaine et prochaine. Parfait, on est rendu là. Donc, désolé. Nous avons différents programmes et services pour la communauté. Donc, un programme de soutien par les pairs. On a des groupes de soutien virtuels, de la documentation. Notre site Internet regorge d'informations, des vidéos explicatives, des archives de web-diffusion passées, des balados, etc. Nous avons même, et depuis le tout début de la pandémie, un centre de ressources sur la COVID-19, donc où l'on retrouve une foire aux questions, des web-diffusions sur le sujet, des articles, des témoignages, etc. Donc, visitez-le, vous verrez, il est très complet. Prochaine diapo. Et finalement, un programme qui est tout spécialement conçu pour vous, le programme de formation continue pour les professionnels de la santé. Donc, ce programme vous permet d'assister à des formations en direct ou encore préenregistrées à écouter au moment de votre choix pour vous tenir informé sur les cancers du sang. La formation de ce soir, comme je le mentionnais, va s'y trouver également, comme beaucoup d'autres, sur la leucémie lymphoïde chronique, sur les urgences oncologiques, le myélome, etc.
La majorité de ces formations, elles sont accréditées et sont disponibles lorsque votre horaire vous le permet. Donc, notez que du nouveau contenu va être ajouté et est ajouté régulièrement. Alors, vous pouvez visiter notre site Internet pour tous les détails. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, avant de vous présenter notre experte de ce soir, quelques points importants pour la formation. Donc, elle est accréditée par l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec ainsi que par la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal pour 1 heure de formation. Alors, pour la Faculté des sciences infirmières, si ce n'est pas votre première fois, vous savez très bien que si vous voulez accéder à l'accréditation, des frais de 10 $ s'appliquent. Alors, juste vous référez à vos courriels. Vous allez recevoir un courriel à la fin de la présentation. Vous allez voir le lien pour le paiement en ligne. Mes coordonnées sont à l'écran si vous avez besoin de communiquer avec moi. On fait aussi parvenir une attestation de participation pour tous les autres professionnels qui désirent avoir une confirmation de participation. Donc, vous allez recevoir un courriel à la fin de la présentation avec un lien pour accéder au sondage. Donc, on va vous demander d'évaluer la présentation de ce soir et ensuite de ça, vous pourrez avoir accès à votre accréditation. Prochaine diapo et dernière pour moi. Alors, sans plus attendre, je vous présente notre conférencière de ce soir, Kim Dang. Alors, Kim est une pharmacienne graduée de l'Université de Montréal en 2007. Elle a pratiqué pendant plusieurs années dans les pharmacies communautaires dans divers milieux du Québec. Dans les 8 dernières années, elle a concentré sa pratique dans une pharmacie spécialisée dans différents champs thérapeutiques, dont l'oncologie, l'immuno-oncologie, les maladies auto-immunes et rares. Donc, elle est pharmacienne chef à la pharmacie Torani et Haddad et s'occupe du volet opérationnel et clinique à la pharmacie afin de constamment optimiser la pratique. Je mentionne également que la présentation de ce soir a été révisée par Mme Linda Desrochers, qui est infirmière en hémato-oncologie au CUSUM. Alors, on la remercie beaucoup. Donc, Kim, c'est à vous. Merci beaucoup, Pascal, pour l'introduction et pour l'invitation de ce soir. Merci aussi à la Société là, pour toute la contribution que vous faites pour les patients ainsi que les professionnels de la santé. Et merci à tous pour votre présence ce soir. Donc, sans plus tarder, je vais passer à travers les sujets abordés ce soir sur la leucémie myélique chronique. Donc, je vais parler de la pathogenèse de la LMC, l'épidémiologie, les facteurs de risque, les signes et symptômes de la LMC, quels sont les tests diagnostiques disponibles, les phases de la LMC, les facteurs pronostiques, quels sont les objectifs de traitement, les traitements disponibles actuellement, plus spécifiquement sur les traitements oraux, donc ligne de traitement, effet secondaire, toxicité. On va faire une petite étude de cas et les questions et les réponses à la fin de la présentation. En termes de divulgation, je veux dire, je n'ai aucun conflit d'intérêt pour la présentation de ce soir. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la leucémie myélique chronique? Donc, par définition, la LMC est un désordre myéloprolifératif impliquant les précurseurs myéloïdes de la moelle osseuse et caractérisé par la présence du chromosome de Philadelphie. Ce chromosome de Philadelphie résulte en fait de la translocation réciproque des chromosomes 9 et 22, menant à la fusion du gène BCR et du gène ABL1. Donc, la protéine de fusion BCR-ABL1 possède une activité tyrosine kinase à caractère oncogénique, causant la prolifération anarchique des cellules d'origine myélite de la moelle osseuse. Donc, cette figure, c'est pour illustrer la translocation chromosomique dans la LMC. Donc, vous voyez ici qu'on a le chromosome 9 qui est normal, ainsi que le chromosome 22. Donc, suite au prix de chromosomes, il y a une translocation 9 et 22, ce qui va résulter en chromosome 22 qui est plus court que le chromosome 22 normal, avec une activité tyrosine kinase qui est dérégulée. Et elle est aussi devenue le site primaire là, pour le traitement de la maladie. En termes d'épidémiologie, la LMC comporte pour 15% des leucémies adultes. Remarquez par contre sur ce graphique, la prévalence est en augmentation là, du fait de la diminution de la mortalité avec les progrès thérapeutiques les 20 dernières années. L'incidence est d'environ 1 à 2 cas par 100 000 habitants par an. Ça touche un peu plus les hommes que les femmes, avec un âge médian de 55 ans. Donc, c'est rare que ça va toucher les enfants.
En termes de facteurs de risque, le seul facteur de risque connu pour la LMC est vraiment une exposition à la radiation ionisante. Donc, on parle vraiment d'un accident nucléaire et non à la radiation pour des tests diagnostiques. Ce n'est pas une maladie héréditaire. Par contre, il y a eu des rares cas de multiples membres de la famille atteints qui a été décrit. Donc, on pense qu'il y a une possibilité de mutation autosomale qui peut prédisposer à l'acquisition d'une mutation somatique, mais ça reste à confirmer. En termes de signes et symptômes, la LMC est vraiment une maladie indolente à évolution lente. 20 à 50 des patients sont asymptomatiques et c'est souvent détecté par une ponction veineuse de routine. Donc, on va avoir des globules blancs qui sont élevés, plaquettes élevées, une légère anémie. Et pour ceux qui sont symptomatiques, les symptômes sont surtout systémiques et non spécifiques. Donc, on parle de fatigue, de perte de poids inexpliquée, une sudation excessive, une plénitude de l'abdomen qui peut amener à une satiété précoce, des épisodes de saignement, sûrement dû à une dysfonction plaquettaire, un malaise généralisé et une splénomégalie dans la majorité des patients. Donc, comment est-ce qu'on diagnostique la LMC? Comme j'ai mentionné précédemment, c'est vraiment, on va le détecter par hasard par une fonction veineuse de routine. Au niveau du frottis sanguin, on va voir une présentation qui suggère une LMC. Donc, on va voir des cellules myélites dans le sang périphérique ou une hyperplasie myélique dans la moelle osseuse. Par contre, pour le test diagnostique, on ne peut pas se fier, dans le fond, au niveau sanguin. C'est vraiment des tests suivants, l'analyse cytogénétique, le FISH ou le PCRQ, qui va confirmer le diagnostic de la LMC en confirmant la présence du chromosome de Philadelphie ou plus spécifiquement l'oncogène BCR-ABL1. Donc, pour commencer, le premier test diagnostic pour la LMC est l'analyse cytogénétique. Dans le fond, c'est un test qui va utiliser une échantillon de la moelle osseuse dans lequel on va mesurer le nombre et la structure des chromosomes pour détecter des anomalies. 90% des patients LMC auront le chromosome de Philadelphie détectable par analyse cytogénétique. Donc, on peut voir qu'il y a environ 10% des cas qu'on aura un faux négatif. Toutefois, c'est important de quand même faire l'analyse cytogénétique au moment du diagnostic pour permettre d'identifier des anomalies chromosomales autres que le chromosome de Philadelphie également. Donc, typiquement, on va toujours faire une analyse cytogénétique et on va le compléter par soit un FISH ou le PCRQ. Le deuxième test diagnostique maintenant pour la LMC est le FISH, qui est le Fluorescent In Situ Hybridization. Contrairement à l'analyse cytogénétique, le FISH peut utiliser l'échantillon de la moelle osseuse, mais aussi le sang périphérique. Donc, il est moins invasif. Et dans le fond, le FISH va utiliser des sondes colorées qui se lient à l'ADN afin que l'on puisse localiser les gènes BCR et ABL sur les chromosomes. Les deux gènes BCR et ABL sont marqués avec des produits chimiques distincts qui sont chacun à l'origine d'une couleur différente. Donc, on voit ici en vert le gène ABL, en rouge le BCR, et lorsqu'une fusion des deux gènes, on va avoir une couleur jaunâtre ou blanchâtre. Donc, le FISH est plus sensible que l'analyse cytogénétique pour identifier le chromosome de Philadelphie. Et c'est également un test quantitatif qu'on pourrait utiliser pour un marqueur de suivi de réponse au traitement pour la LMC. Finalement, le dernier test diagnostique pour la LMC est le PCRQ, donc le Polymerase Chain Reaction Quantitative. Tout comme le FISH, on peut utiliser un échantillon de la moelle osseuse ou le sang périphérique, donc il n'est pas invasif. Et dans le fond, c'est une technique qui va amplifier la séquence d'ADN rapidement en dehors d'une cellule vivante. Donc, au niveau de l'ADN, on va faire une dénaturation, une hybridation et une élongation. Ça va représenter le nombre indirectement des cellules leucémiques dans le sang. Et il est nécessaire de le faire au moment du diagnostic parce que pour certaines personnes, le BCR-ABL1 ne peut pas être détecté par le PCRQ. Donc, on le fait au moment du diagnostic pour être certaine qu'il fonctionne. Et par la suite, on va l'utiliser principalement comme marqueur de réponse au traitement. Et c'est le test le plus sensible parmi les 3 tests diagnostiques pour la LMC. Donc maintenant, une fois qu'on a pu diagnostiquer la LMC, on va parler de phase au niveau de la LMC.
85% des patients sont à la phase chronique au moment du diagnostic et en l'absence de traitement, elle évoluera vers la phase d'accélération, puis la phase blastique. Donc, avant l'ère des ITK à l'an 2000, typiquement, une personne pouvait demeurer 3 à 5 ans dans la phase chronique, ensuite 12 à 18 mois à la phase accélérée, puis par la suite 3 à 9 mois seulement dans la phase blastique. Donc, à l'ère des ITK, depuis l'année 2000, on voit très bien ici que la LMC, c'est vraiment une maladie chronique où que les gens peuvent rester plus de 25 ans dans la phase chronique de la maladie. Et pour la phase chronique, la LMC, il n'y a pas vraiment de critères qui est établi pour définir quelle est la phase chronique, mais les gens sont actuellement asymptomatiques ou ils vont le devenir avec le traitement. C'est une phase pour laquelle les gens répondent quand même bien au traitement. Mais s'il y a une transformation, dans une progression de la maladie, les gens vont se retrouver dans la phase accélérée qui va durer à ce moment-là 4 à 5 ans. Donc, durant cette phase, on va voir une augmentation du nombre de blastes immatures. Le nombre de cellules va augmenter plus rapidement et provoquer des symptômes tels la fatigue, perte de poids et la splénomégalie. Et souvent, durant cette phase, on va avoir des nouvelles altérations chromosomiques également. Et c'est une phase qui est difficile à contrôler avec les médicaments. Et si non traitée, la LMC va aller dans la phase blastique, donc elle va durer 6 à 12 mois. Donc, les blastes vont encore en augmentation. On va avoir une augmentation des cellules blastiques dans la moelle osseuse et dans le sang périphérique, donc une atteinte extramédulaire, et elle résiste beaucoup là, au traitement durant cette stade. Ici, dans le fond, je vais juste vous montrer la définition de la phase accélérée blastique selon différents critères. Donc, on a ici le MD-ACC, le MD Anderson Cancer Center, l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, ou le ELN, le European Leukemia Net, qui ont différentes définitions, mais habituellement, c'est juste une question de chiffres absolus. Mais essentiellement, encore une fois, durant la phase d'accélération, on va voir 10 à 19% des blastes dans le sang ou dans la moelle osseuse, plus de 20% de basophiles dans le sang périphérique. On va voir des anomalies cytogénétiques dans la phase accélérée, une splénomégalie rebelle au traitement, une hyperleucocytose, une thrombopénie ou une thrombocytose. Et durant la crise blastique, c'est encore en plus en augmentation au niveau des blastes et une atteinte extramédulaire. Et c'est surtout durant la phase accélérée et la phase blastique qu'on va voir les cas de mortalité. Maintenant, quels sont les facteurs pronostiques là, pour quelqu'un qui est diagnostiqué avec la LMC? Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, c'est sûr que la phase de la LMC va affecter le pronostic, c'est-à-dire que quelqu'un qui est diagnostiqué durant la phase chronique a un bon facteur pronostic pour la maladie. Ça dépend aussi de la présence d'anomalies chromosomales acquises. Donc, ça dépend du type d'anomalie chromosomale ou la quantité d'anomalies chromosomales. Tous étant donné des mauvais facteurs pronostiques. Et en pratique, on va surtout utiliser là, des index pronostiques tels le SOCAL, le URO, le UTOS et le ELTS. Donc, tout ceci, c'est vraiment des équations mathématiques qui vont prendre en compte plusieurs facteurs, tels par exemple l'âge du patient. Donc, un patient de 60 ans et plus a un facteur moins favorable, la taille de la rate, le nombre de plaquettes, ainsi que le pourcentage de myéloblastes, d'éosinophiles ou de basophiles dans le sang. Donc, ces équations vont donner un risque relatif qui peut être faible, intermédiaire et élevé. Et on peut utiliser le score pour déterminer, dans le fond, quel est le meilleur traitement en première ligne pour le patient, avec un score élevé là, étant un facteur de mauvais pronostic. En pratique, quelqu'un qui a un risque faible, intermédiaire, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Maintenant, on va parler de définition des réponses là, pour la LMC. Mesurer la réponse est très importante pour le suivi de la LMC. On sait que plus la réponse est profonde, plus longtemps la maladie sera contrôlée. Elle est également utilisée pour déterminer si la réponse est optimale ou non. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'augmenter la dose du traitement ou on pourrait décider carrément de changer de traitement d'emblée si la réponse est sous-optimale selon les délais escomptés. Donc, typiquement, on a 3 sortes de réponses en LMC. Le premier étant la réponse hématologique complète. On va faire donc une formule sanguine avec différentiel et on va viser que les leucos soient moins que 10,
basophile, moins que 5 une absence de myélocytes, promyélocytes, myéloblastes dans la formule leucocytaire, plaquettes moins que 450 et une rate non palpable. Typiquement, on va viser une réponse hématologique complète là, à l'intérieur des 3 mois de traitement. Le deuxième type de réponse, c'est une réponse cytogénétique qui peut aller de complète à nulle. Et c'est la réponse dans laquelle on va mesurer, dans le fond, dans la moelle osseuse, le pourcentage de chromosomes de Philadelphie dans les cellules. Ce qu'on vise, évidemment, c'est une réponse complète, donc une absence de métaphase des chromosomes de Philadelphie. Typiquement, on voudrait une réponse cytogénétique complète à l'intérieur de 12 mois. Puis, finalement, on va avoir une réponse moléculaire qui peut être majeure ou complète. La réponse moléculaire est un ratio, dans le fond, de l'oncogène, le BCR-ABL1 dans la maladie, sur le taux d'un autre gène, qui peut être le ABL1 normal, par exemple, et elle va être le marqueur principal là, pour le suivi de la réponse au traitement. Parce que plus la réponse moléculaire est complète, plus on va mieux contrôler la maladie à long terme. Donc ici, c'était juste pour vous illustrer, parce qu'au niveau de la réponse moléculaire, c'est différent qu'à LMC, là, comparé à d'autres cancers hématologiques. Donc, pour comprendre, dans le fond, le BCR-ABL1, le test est sous le International Scale, donc c'est défini par le taux standard étant le taux de BCR-ABL1 chez un individu avec la LMC non traité. Donc, on assume qu'on commence tous à 100 %. Et quand on réduit le taux de BCR-ABL, par exemple, de 1 log, ça veut dire qu'on diminue de 10 fois le taux de référence normalisé, ce qui correspond aussi à une réponse cytogénétique majeure. Une réduction de 2 log veut dire une réduction de 100 fois le taux de référence normalisé, ce qui correspond à une réponse cytogénétique complète. Maintenant, une diminution de 3 log veut dire qu'on diminue de 1000 fois le taux de référence normalisé, et ça correspond à une réponse majeure moléculaire. Et finalement, ce qu'on vise souvent pour la plupart des patients, c'est une diminution de log de 4,5. Donc, on dit RM 4,5, ce qui vaut à 0,0032 %. Donc, une cellule sur 32 000 a l'oncogène BCR-ABL1. Donc, on considère que quelqu'un qui a une diminution de log de 4,5 est en rémission si on arrive à avoir 2 mesures consécutives là, réalisées en 3 mois. Maintenant, quels sont les objectifs de traitement pour les patients LMC en phase chronique spécifiquement? Donc, c'est sûr qu'on veut viser à induire une rémission. Donc, on veut avoir une réponse hématologique complète, une réponse cytogénétique complète et une réponse moléculaire profonde également. On aimerait maintenir la rémission et considérer une rémission sans traitement pour ces patients, si possible. On veut éviter la progression de la maladie et minimiser les toxicités. En termes de perspective historique et contemporaine pour les traitements, donc jusqu'à l'an 2000, la LMC était une maladie à évolution mortelle avec un pronostic sombre. On avait une survie à 10 ans d'environ 10 %, avec l'allogreffe ou l'interféron étant des traitements de première intention. Et ce n'était pas vraiment établi quel était le traitement de deuxième intention à ce moment-là. Mais depuis l'an 2000, avec l'ère des ITK, la LMC est vraiment une maladie à évolution indolente. On a un excellent pronostic avec une survie de 84 à 90 % à 10 ans, donc qui est comparable à la population générale. Et en traitement de première ligne, on va avoir l'imatinib, donc un ITK de première génération, ou on peut également donner un ITK de deuxième génération. En deuxième ligne, on va essayer un autre ITK plus récent ou l'allogreffe en dernier recours. Donc, en survol, les traitements disponibles pour la LMC, actuellement, c'est vraiment la transplantation allogénique, les traitements palliatifs avec les agents cytotoxiques ou les agents oraux et les inhibiteurs de la tyrosine kinase, les ITK. La transplantation allogénique, c'est une procédure qui implique le transfert de cellules souches d'une autre personne au corps du patient. Elle est à visée curative, mais risque de provoquer beaucoup d'effets secondaires graves, voire mortels. Donc, c'est rare qu'on va le garder là, en premier recours là, pour les patients. Dans le fond, les critères pour la transplantation allogénique vont dépendre de 3 choses. La première étant donné la phase de la LMC. Donc, on va vraiment le réserver pour les phases accélérées ou plastiques et très rarement pour la phase chronique, là, vraiment pour les patients qui ne répondent pas aux ITK.
Ça va dépendre aussi de l'âge biologique du patient, mais aussi de son état de santé général, parce qu'il faut que le patient soit assez en forme là, pour recevoir la greffe. Et ça va également dépendre s'il y a une disponibilité d'un donneur. Donc, est-ce qu'il y a un jumeau identique, un membre de la famille ou un autre participage là, de HLA. La deuxième catégorie de traitement, c'est vraiment les agents cytotoxiques, mais c'est vraiment rarement utilisé de toujours. L'hydroxyurie, on peut le voir plus en pratique. Là, on va vraiment l'utiliser plus pour traiter la leucocytose quand on est en attente de diagnostic chez les patients LMC. L'interféron peut également être considéré là, chez les femmes qui désirent tomber enceintes. Mais sinon, la pierre angulaire pour la LMC, c'est vraiment les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Donc, le BCR-ABL1, en termes de son mécanisme, on avait dit qu'il y avait une activité tyrosine kinase qui amène à une cascade là, de signalisation. Donc, le BCR-ABL1 va utiliser un phosphate au niveau de l'ATP pour activer la voie de signalisation. La plupart des ITK vont viser, dans le fond, le site de liaison de l'ATP pour empêcher l'activation de la voie de signalisation et donc empêcher la progression de la maladie. Actuellement, sur le marché, il existe 5 ITK. On a l'imatinib, qui est vraiment le premier ITK là, qui est arrivé sur le marché, qu'on peut donner actuellement pour la LMC, donc Glivec, imatinib ou c'est générique. En deuxième génération, il existe 3 ITK, donc le nilotinib, le tasignan, le dasatinib, le Sprycel ou son générique, le apodasatinib, ainsi que le bosutinib, le bosulif. Et en troisième génération, on a le ponatinib, qui est le Euclizib. La dose de départ peut parfois différer dépendamment si on donne le traitement en première ou en deuxième ligne. Notez que pour le ponatinib, ça peut être donné sur toutes les lignes de traitement s'il y a une mutation du T315I. En termes de fréquence de la prise, la plupart se donnent une fois par jour, sauf l'imatinib, on va le donner BD pour des doses de 800 mg, ou nilotinib qui se donne BD aussi. Et la plupart peut se prendre avec ou sans nourriture, sauf le nilotinib qui faut absolument le prendre à jeun. Donc, il faut éviter la nourriture 2 heures avant ou 1 heure après parce qu'elle augmente les concentrations de nilotinib. Et je vous dirais que c'est sûr, l'imatinib est approuvé en première ligne et tous les ITK de deuxième génération sont homologués en première ou en deuxième ligne, mais en pratique, ici au Québec, il y a seulement le nilotinib qui est approuvé par la RAMQ pour être en première ligne. Dasatinib est approuvé seulement s'il y a une contre-indication climatinib ou nilotinib. Et le bosutinib et le ponatinib demeurent des patients d'exception. Donc, pour commencer, je vais parler du Glivec, donc l'imatinib, qui est l'ITK de première génération pour la LMC. Notez que les versions génériques sont maintenant disponibles pour l'imatinib et c'est important dans le contexte de LMC d'éviter de changer de compagnie ou du moins si vous le faites parce qu'on n'a pas le choix, c'est important d'aviser le médecin parce qu'on a constaté des fluctuations au niveau du PCR quand il y a un changement de générique qui a été fait. Donc, pour l'imatinib, ça a vraiment commencé avec l'étude de IRIS. On a 1606 patients qui ont été stratifiés dans le groupe imatinib versus interféron et cytarabine, qui était le traitement standard dans le temps. La permutation était requise, donc les gens pouvaient changer de groupe en raison de soit absence de réponse, perte de réponse ou intolérance au traitement. Et très rapidement, là, après 18 mois, on a constaté une différence entre le groupe imatinib versus interféron et cytarabine. Donc, dans le groupe imatinib, on avait 90 % de réponses hématologiques complètes versus 69 %, ainsi que 76 % de réponses cytogénétiques complètes versus 15 %. Les patients sous imatinib avaient également moins de toxicité et une meilleure qualité de vie. Au niveau de la courbe de Kaplan-Meier, on avait un taux de survie globale estimé à 11 ans d'environ 83,3 %. Donc, on voit ici qu'au niveau de la courbe en imatinib, on avait une survie qui était supérieure à la cytarabine et l'interféron. Donc, la conclusion, c'est que l'imatinib 400 mg est vraiment devenu le traitement standard là, pour la LMC. Donc, le traitement fonctionne. Qu'en est-il des toxicités pour l'imatinib? Les effets secondaires de l'imatinib, je vous dirais, c'est principalement au niveau gastro-intestinal. Donc, on parle de nausées, de vomissements,
Donc, on recommande de le prendre en mangeant. Un antiémétique pourrait être donné, comme métoclopramide, prochlorpérazine, mais un prémédicament n'est pas requis d'emblée. Pour les patients dysphagiques, on peut mettre les comprimés de 100 mg dans 50 ml ou les comprimés de 400 mg dans 200 ml d'eau de jus de pomme et on peut remuer jusqu'à la dissolution complète. La diarrhée est quand même fréquemment rapportée que l'imatinib, mais souvent d'intensité légère à modérée, puis elle répond habituellement bien au loperamide. Donc, pour les diarrhées de grade 1, donc moins que 4 selles par jour, on va recommander des doses de ml de loperamide, donc c'est-à-dire 2 comprimés stat, 1 comprimé après chaque selle au besoin, maximum 8 comprimés par jour. Mais pour les diarrhées de grade 2, donc 4 à 6 selles par jour ou des diarrhées nocturnes, on va aller à des doses plus élevées de loperamide, donc 2 comprimés stat, puis 1 comprimé aux 2 heures le jour et 2 comprimés Q4 heures le soir jusqu'à 12 heures après la résolution des symptômes. C'est important de recommander aux patients des mesures non pharmacologiques, telles l'hydratation avec les électrolytes, une diète BRAT, donc banane, riz, compote de pommes rôties. Important de noter, de recommander aux patients du riz blanc là, ou des rôtis blancs, parce qu'on ne veut pas un apport additionnel de fibres. On recommande de manger et de boire fréquemment de petites quantités d'aliments et de liquides clairs et d'éviter tous les produits qui peuvent aggraver la diarrhée. Donc, on évite les produits épicés, les produits gras, le café, chocolat, thé, alcool et le lactose. Et on recommande un nettoyage de la région anale pour éviter les hémorroïdes. Avec l'imatinib, on remarque aussi beaucoup de crampes musculaires et de myalgie ou d'arthralgie. Au niveau des crampes, ça va affecter surtout les mains, les pieds, les mollets et les cuisses. Ça peut être aggravé à l'effort ou le soir et c'est un effet secondaire là, qui semble être stable avec le temps. Il y a des anecdotes là, de prendre des suppléments de calcium et de magnésium qui pourraient aider là, pour les crampes. Par contre, au niveau des douleurs musculaires et articulaires, ça, on va le voir surtout durant le premier mois du traitement et ça va s'améliorer avec le temps. Donc, on peut recommander aux patients de prendre soit des INS si les plaquettes sont normales ou du Tylenol au besoin, mais un maximum de 1,3 g par jour parce que l'imatinib peut augmenter l'exposition systémique au Tylenol, ce qui augmente le risque d'hépatotoxicité. Avec l'imatinib, on voit aussi beaucoup de retention liquidienne, là, surtout un œdème périorbital. Donc, on peut suggérer aux patients une élévation de la tête, une diminution de l'apport sodique, surveiller le poids 2 fois par semaine. S'il y a un gain actuellement de plus de 3 kg avec de l'enflure, on recommande de consulter. Pour l'œdème périorbital spécifiquement, on peut recommander de l'onguent de phényléphrine à 0,25 % ou de l'hydrocortisone 1 % le HS-ABD-PRN. Des rares cas d'épanchement pleural, d'acide, d'œdème pulmonaire ont été aussi rapportés. Donc, on peut utiliser des diurétiques là, pour les cas plus sévères. Avec l'imatinib, on va aussi voir quand même 1 patient sur 3 là, des éruptions cutanées avec ou sans démangeaison. Donc, on va recommander aux patients une hydratation 2 fois par jour, des bains de bicarbonate cyprurie, d'utiliser des savons doux, hypoallergènes, sans parfum, ni alcool, ni colorant, d'utiliser des douches courtes, d'éviter l'eau trop chaude et l'hydrocortisone 0,5 % ou l'antihistaminique féroce peuvent également être utilisés pour soulager. On recommande également un écran solaire à large spectre de FPS de moins 30 qui contient de l'oxyde de zinc ou du dioxyde de titane. D'autres effets secondaires rares ont aussi été rapportés avec l'imatinib, dont l'insuffisance cardiaque congestive et l'inhibition du fraction d'éjection ventriculaire gauche. Donc, c'est important de surveiller les patients avec des troubles cardiaques préexistants, là, comme l'hypertension ou les maladies coronariennes. Et pour ceci, une évaluation de la FEVG avant d'entreprendre le traitement est recommandée. Il y a eu des problèmes d'hépatique sévère et des cas de réactivation du virus de l'hépatite B a été aussi reporté, mais ça en fait avec tous les ITK. Donc, d'emblée, pour tout, avant l'initiation des traitements avec l'ITK, on recommande de faire la sérologie pour l'hépatite B. Et on pourrait donner des antivirales si sérologie positive et de surveiller les symptômes à ce moment-là. En termes d'ajustement maintenant de dose pour l'imatinib, en insuffisance rénale,
Ce n'est pas un médicament qui est excrété par les reins, mais on sait que l'exposition peut être 2 fois plus élevée chez les patients à insuffisance rénale légère à modérée et qu'il existerait un lien entre la toxicité et la fonction rénale. Donc, c'est pour cette raison, c'est plus au niveau des doses maximales qu'on va recommander une prudence pour les patients à insuffisance rénale légère ou modérée. Et les doses de 800 mg n'ont pas été utilisées chez cette population. En termes d'insuffisance hépatique, donc si les patients ont une insuffisance hépatique préexistante, on va juste être plus vigilant là, pour une infection, une atteinte sévère. Donc, une bili plus que 3 fois limite supérieure normale. On va recommander une dose de départ de 50 et d'augmenter graduellement par la suite. Mais si la toxicité est due à l'imatinib, on va interrompre le traitement là, si les enzymes hépatiques sont plus que 5 fois la limite supérieure normale ou bilirubine plus que 3 fois la limite supérieure normale. Donc, on recommande d'interrompre le traitement et de reprendre lorsque les valeurs se retrouvent à des niveaux plus acceptables. En termes de myélosuppression, je dirais les toxicités hématologiques est surtout avant l'atteinte de la réponse hématologique complète. Une fois la réponse hématologique complète atteinte, c'est plutôt rare qu'on va avoir une toxicité hématologique, mais dans les cas où ça arrive, on recommande dans le fond de tolérer jusqu'à un grade 3, donc neutro 1.0, plaquette 50. En deçà de ces valeurs, on recommande de suspendre l'imatinib et on peut reprendre à la même dose pour la première épisode et à dose réduite si c'est un deuxième épisode. Maintenant, au niveau des interactions pour l'imatinib, l'imatinib ainsi que tous les ITK pour la LMC sont principalement métabolisés par le cytochrome 3-4. L'imatinib, lui, est également inhibiteur du 2D6 et du 3-4. Donc, pour tous les traitements pour la LMC, on recommande d'éviter les inhibiteurs de 3-4, comme certains exemples, clarithromycine, itraconazole, posaconazole, et certains aliments tels le pamplemousse, orange de Séville, carambole et grenadine. Dans le cas de l'imatinib, les inducteurs de 3-4 devraient également être évités, mais si ce n'est pas possible, on pourrait augmenter la dose d'imatinib de 50 %. Donc, chez les patients qui prennent des antiépileptiques là, comme la carbamazépine, phénitoïne ou la rifampine et le millepertuis. Pour les substrats de 3-4 et 2D6, on va surveiller l'efficacité et la toxicité. Et l'acétaminophène, comme j'ai mentionné plus tôt, on recommande dose de maximum 1,3 g par jour. Donc, ça complète pour l'imatinib. Donc, on sait que l'imatinib fonctionne bien, quand même un profil de toxicité qui est gérable. Maintenant, qu'en est-il des ITK de deuxième génération? Donc, le nilotinib, qui est le Tasigna, le seul ITK deuxième génération approuvé en première ligne par la RAMQ pour la LMC. On a laissé le NEST-ND, qui a comparé, dans le fond, nilotinib 300 mg BD versus Nilo 400 et imatinib 400 mg D. Les patients ont été suivis pendant 5 ans et le critère d'évaluation principal est une réponse moléculaire majeure à 12 mois. Donc, les résultats du NS, le RMM et le RM4.5, vous voyez ici dans les bras bleus, donc Nilo 300 et Nilo 400, on avait une réponse nettement supérieure versus l'imatinib. Ainsi qu'ici le RM4.5, donc réponse moléculaire profonde également. Donc, la conclusion de l'étude, c'est que vraiment que le nilotinib, on a une réponse plus profonde et également plus rapide avec nilotinib versus imatinib. Donc, la deuxième question qu'on s'est penchée, c'est qu'en est-il des taux de transformation vers la phase accélérée ou la phase blastique? Donc, on voit ici chez les patients imatinib 400 versus encore Nilo 300 et Nilo 400. Donc, clairement, la conclusion nilotinib, moins de transformation vers la phase accélérée et la phase blastique. Donc, on a une réponse plus profonde, plus rapide, moins de transformation. Et là, on veut savoir au niveau de la survie globale. Donc, survie globale, donc OS, Overall Survival, à 5 ans, on a ici imatinib 91,6 %, Nilo 300 à 93,6 % et Nilo 400 à 96 %. Donc, après un suivi de 5 ans, la survie sans progression ainsi que la survie globale
était un peu plus élevée, mais vraiment similaire chez les patients traités par le nilotinib et les patients traités par l'imatinib. Donc, en termes de survie globale, c'est similaire, mais qu'en est-il des toxicités par contre? Donc, ce qu'on a constaté là, en termes de profil de toxicité qui est particulier avec le nilotinib qu'on a constaté, c'est vraiment le pourcentage d'incidents cardiovasculaires à 5 ans. On voit ici que l'imatinib, on avait un taux de 2,15 %, Nilo 400, un taux de 12,6 % qui est considéré inacceptable, et avec nilotinib 300 mg BD à 6,8 %. Notez par contre qu'environ 85 % des patients victimes d'un accident cardiovasculaire, qu'on définit par une cardiopathie ischémique, un accident ischémique cérébraux et artériopathie périphérique, avaient au moins un facteur de risque et ne recevaient pas un traitement optimal contre l'hyperglycémie et l'hypercholestérolémie, ce qui laisse entrevoir l'importance, dans le fond, de traiter les facteurs de risque et, en fait, de trier les patients avant de leur initier un traitement qu'un ITK, tel le nilotinib. Donc, le groupe québécois de recherche en LMC recommande de déterminer le score de Framingham avant le début du traitement. C'est un score, dans le fond, qui sert à évaluer le risque cardiovasculaire des patients d'après les paramètres tels l'âge, le taux de cholestérol, la pression artérielle, la consommation de tabac, la glycémie et la présence de diabète. Donc, le score est important à déterminer et à prendre en compte dans la prise en charge thérapeutique de l'LMC. Pour le cas de nilotinib, on va absolument ne pas le recommander si on a un risque de plus de 20 % à 10 ans, s'il existe d'autres options possibles. Donc ça, c'est vraiment un profil de toxicité qui est particulier au nilotinib. Est-ce qu'il y a d'autres profils de toxicité qui est particulier? La réponse est oui. On a aussi détecté des cas d'hyperglycémie avec nilotinib. Donc, on recommande d'arrêter le médicament lorsque la glycémie est non contrôlée malgré tous les traitements disponibles. Il y a aussi des cas de débalancement électrolytique, donc d'hypocalémie, hypomagnésémie, hypocalcémie et hypophosphatémie. On va donc administrer des suppléments au besoin. La réactivation du virus de l'hépatite B pour tous les ITK est aussi présente. Et pour le nilotinib, il y a eu des cas de prolongation de longue QT et le risque de torsade de pointe. Donc, pour cette raison, on va recommander un suivi de l'ECG, donc avant de débuter le traitement, 7 jours après, et périodiquement, surtout lorsqu'il y a des interactions médicamenteuses. Donc, ça, c'est juste les recommandations. Donc, un QTC plus de 480 millisecondes, confirmé par l'ECG, on va recommander d'interrompre le nilotinib et de corriger la kaliémie et magnésémie si c'est en hypo. Et on va juste reprendre le traitement si le QTC passe sous les 450 millisecondes. Pour le nilotinib, il y a eu des rares cas de pancréatite qui ont été aussi rapportés, mais en général, les taux de lipase et d'amylase, on voit des augmentations, mais ça se résolue de façon spontanément pour la plupart. Mais on va quand même doser les lipases et amylases et on va suspendre le nilotinib s'il se retrouve à plus que 2 fois les limites supérieures normales. Il y a aussi des cas d'hépatotoxicité, donc c'est la bilée plus que 3 fois limite supérieure normale ou les enzymes hépatiques plus que 5 fois limite supérieure normale. On va également suspendre le nilotinib. Gardez juste en tête que si il n'y a pas de réapparition de toxicité au bout de 6 à 12 semaines, on pourrait considérer une réaugmentation de la dose de nilotinib par la suite. Donc, c'est vraiment les profils de toxicité spéciale qui est particulier avec nilotinib. Pour le reste, c'est les mêmes effets secondaires que l'imatinib. Donc, on parle des effets secondaires gastro-intestinales, nausées, vomissements, diarrhée, constipation, douleur abdominale. Pour les patients dysphagiques, on peut également mélanger le contenu d'une gélule dans une cuillère à thé de compote de pommes et d'avaler dans les 15 minutes. On voit aussi des éruptions cutanées, du prurit, douleurs musculaires et articulaires. Mais en général, le nilotinib est beaucoup mieux toléré pour la plupart du temps que l'imatinib. Donc, c'est vraiment des effets secondaires légers à modérés puis qui sont tolérables pour la plupart. En termes d'ajustement de dose, il n'y a pas d'ajustement requis en insuffisance rénale. Et pour les insuffisances hépatiques, bon, pour les nouveaux diagnostics, on va recommander une dose initiale
un peu plus faible et d'augmenter graduellement là, par prudence. Et pour une maladie réfractaire résistant à l'imatinib, même chose, on va aller peut-être à des doses plus faibles là, par prudence. En termes de myélosuppression, ça va être la même chose que l'imatinib, donc neutro 1.0, plaquette 50. En deçà de ça, on suspend le traitement. Et si ça se rétablit au bout de 2 semaines, on va reprendre à la même dose. Sinon, on pourrait diminuer la dose. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de toxicité au bout de 4 semaines, là, on devrait considérer de réaugmenter la dose de nilotinib. En termes d'interaction, donc encore une fois, le nilotinib, donc tous les ETK, c'est un substrat majeur du 3-4, mais nilotinib est également un substrat du glycoprotéine P et émetteur de 3-4, 2C9, 2C8 et 2T6. Donc, pour les inhibiteurs de 3-4, on va éviter de les utiliser ou on va donner une dose de départ plus faible, donc 200 mg D pour les, en première ligne ou 300 mg D chez un patient résistant ou réfractaire. Mais pour les inhibiteurs ou les inducteurs, les substrats 3-4, 2T6 et substrats de glycoprotéine P, on va recommander les éviter. Étant donné qu'on peut avoir une prolongation de longue QT, on va éviter les médicaments qui ont les mêmes risques de longue QT, là, surtout la myodarone, sotalol, clarithromycine. Et pour le nilotinib, les médicaments qui augmentent le pH gastrique peuvent diminuer l'absorption du nilotinib. Donc, on va recommander d'espacer les doses d'antiacide 2 heures avant ou 2 heures après la dose de nilotinib. Et un anti-H2 pourrait être utilisé 10 heures avant ou 2 heures après, mais le plus possible d'éviter les IPP. Donc, maintenant, ça nous apporte au Sprycel, le dasatinib, donc ITK de 2e génération. Encore une fois, la version générique est disponible tout comme l'imatinib, donc attention à ne pas changer de compagnie si possible, ou si vous le faites, il faut aviser le médecin traitant pour un PCR de contrôle. Donc, pour le dasatinib, c'est l'étude d'acision, donc 519 patients qui ont été dans le groupe dasatinib 100 mg D versus imatinib 400. On les a suivis pendant 5 ans et on a regardé au bout de 12 mois la réponse cytogénétique complète. Les résultats escomptés étaient très similaires à nilotinib, donc encore une fois au niveau de la réponse moléculaire majeure. On voit ici que dasatinib est supérieur à imatinib, ainsi que le RM 4.5, donc réponse moléculaire profonde. Donc, on a les mêmes résultats que nilotinib, donc dasatinib donne une réponse moléculaire plus rapide et plus profonde que l'imatinib. En termes de taux de transformation vers la phase accélérée et la phase chronique, même chose, moins de transformation avec un ITK de 2e génération versus l'imatinib. Et qu'en est-il de la survie globale? La même chose, donc survie globale à 5 ans, 91% dasatinib, 90% l'imatinib. Donc la survie globale est vraiment similaire pour l'ITK 2e génération versus une première génération. Maintenant, qu'en est-il le profil de toxicité là, de dasatinib? Pour la plupart, je dirais que le profil de toxicité est à l'avantage du dasatinib. Donc, encore une fois, l'imatinib a plus d'effets secondaires qu'un ITK 2e génération, sauf dans le cas de dasatinib pour les céphalies, douleurs abdominales et ici l'épanchement pleural, qui est un des effets secondaires, je dirais, le plus important avec le dasatinib, causé par une retention liquidienne. Et on la retrouve surtout là, chez les patients qui ont des antécédents de cardiopathie, d'hypertension, d'hypercholestérolémie. Donc, l'épanchement pleural, on va l'avoir surtout durant la 5e semaine de traitement et la première année de traitement. Donc, si les patients ont des symptômes évocateurs d'un épanchement pleural, donc la toux, dyspnée, douleur thoracique, on devrait effectuer une radiographie pulmonaire pour confirmer le diagnostic. Et si c'est confirmé, on va interrompre le traitement avec le dasatinib, administrer des stéroïdes, ou on peut également, en fait, déterminer la gravité en cas de confirmation. Et après rétablissement de l'épanchement pleural, on pourrait donner le dasatinib à des doses réduites ou donner des diurétiques et des stéroïdes comme traitement de soutien en l'absence d'amélioration après 7 jours. Et dans certains cas, là, le recours à la thoracosynthèse et l'oxygénothérapie a été nécessaire. Donc, ça, c'est vraiment une toxicité qui est particulière avec le dasatinib là, parmi tous les ITK.
Avec le dasatinib, ce qui est particulier aussi, c'est les cas de saignement et d'hémorragie qui ont été rapportés. Dans ces cas-là, les plaquettes peuvent être normales. Donc, il faut faire attention là, aux patients qui prennent des anticoagulants ou des antiplaquettaires. Les cas d'hypertension pulmonaire ont été aussi rapportés. Donc, si les patients ont des signes évocateurs d'hypertension pulmonaire, il faut que ce soit investigué et on va cesser le dasatinib. Et encore une fois, là, regardez la sérologie de l'hépatite B aussi. Mais pour les autres effets secondaires, c'est similaire à l'imatinib, mais souvent à un moindre degré. Donc, gastro-intestinal, nausées, diarrhée, éruption cutanée. Tout comme l'ilotinib, on peut aussi avoir des débalancements électrolytiques et un risque de prolongation de l'intervalle QT. Donc, la prise en charge demeure le même là, pour les ITK précédemment. En cas d'ajustement de dose, en insuffisance rénale, il n'y a pas de données et en insuffisance hépatique aussi. Mais c'est sûr que si on a une insuffisance rénale sévère ou une insuffisance hépatique, on pourrait être plus prudent là, pour ces patients. En termes de myélosuppression, encore une fois, c'est plus rare. Avec la LMC pour la dasatinib, on va tolérer neutro grade 4, donc 0,5 plaquettes 50. Et on va suspendre jusqu'à la rétablissement là, à neutro 1.0, plaquette 50, et on va reprendre à la même dose. En termes d'interaction, encore une fois, c'est toujours avec le 3 à 4, donc la même prise en charge que les autres ITK. Les inhibiteurs, les inducteurs substrat 3 à 4, il faut éviter aussi, ainsi que tous les médicaments qui peuvent allonger l'onde QT. Et tout comme le nilotinib, il faut aussi éviter les médicaments augmentant le pH gastrique pour le dasatinib. Donc, on recommande d'espacer, encore une fois, les doses d'antiacides 2 heures avant ou 2 heures après, mais on recommande d'éviter les anti-H2 et les IPP là, pour le dasatinib. Finalement, on a le troisième ITK deuxième génération, qui est le bosulif, donc le bosutinib. Pour le bosutinib, on a l'étude B4, donc 536 patients dans le groupe bosutinib 400 versus imatinib 400. Encore une fois, une durée de 5 ans. On a regardé le RMM à 12 mois. Les résultats escomptés, c'est les mêmes que les autres ITK deuxième génération. Donc, on a une réponse moléculaire plus rapide et plus profonde avec le bosutinib. On a aussi un taux de transformation, la phase accélérée et la phase plastique moindre versus imatinib, donc ITK de première génération. Mais en termes d'effets secondaires, avec le bosutinib, on voyait beaucoup d'effets secondaires, là, surtout au niveau gastro-intestinal, une augmentation des enzymes hépatiques et les RH. Donc, c'est vraiment un profil de toxicité qui est particulier avec le bosutinib. Au niveau de la diarrhée, je dirais que c'est souvent l'effet secondaire le plus fréquent et qui limite au niveau de la dose du bosutinib. Donc, vraiment important de recommander les antidiarrhéiques et toutes les mesures non pharmacologiques qu'on établit précédemment. En pratique, on va habituellement débuter une dose plus faible de bosutinib, donc de 200 mg, et on va augmenter de 100 mg par semaine jusqu'à ce que le patient tolère bien le traitement. Donc, ça serait important là, pour s'assurer que le patient tolère bien le traitement. Et en termes d'hépatotoxicité, on va mesurer les enzymes hépatiques une fois par mois au cours du premier trimestre, puis en fonction du tableau clinique. En termes de rash aussi, on va voir vraiment des irritations cutanées, notamment des rougeurs planes et de taille variable. On va traiter avec des crèmes hydratantes, des stéroïdes topiques ou des antihistaminiques. Et pour les cas plus graves, utiliser des corticostéroïdes ou des antibiotiques à action générale. Dans les cas de grade 4, on va poursuivre l'administration du bosutinib à la même dose et amorcer une corticothérapie par voie orale ou topique et surveiller. Et dans les cas de grade 2 et plus, on va réduire la dose de bosutinib ou même suspendre le traitement temporairement. Puis normalement, ça fonctionne quand même assez bien. Puis une fois que l'éruption a disparu, on peut reprendre le traitement et augmenter la dose là, au besoin. Donc ici, c'est vraiment juste un sommaire pour les ITK de première génération imatinib versus les deuxième génération. Donc, on peut sélectionner l'ITK selon la comorbidité du patient. Et habituellement, en termes de critères de sélection d'un ITK, on va utiliser une ITK deuxième génération en première intention pour les patients pour lesquels le score de risque de pronostic, donc un score de SOCAL, est élevé. Si le patient présente des anomalies chromosomiques additionnelles,
ou chez les patients pour lesquels on veut considérer une rémission sans traitement, donc on veut traiter la maladie un peu plus agressivement. Mais l'imatinib demeure un bon choix en première ligne pour son coût, donc les versions génériques disponibles, pour les patients qui ont un score de risque faible, et on connaît bien là, son profil de toxicité là, à long terme là, depuis les 20 dernières années. Donc, un sommaire là, pour les patients qui reçoivent l'imatinib en première intention. On va avoir une réponse durable dans 60 du temps. 40 des patients vont avoir besoin d'un ITK deuxième génération et 50 de ceux-ci vont nécessiter une ITK de troisième génération. Tandis que si on débute un traitement chez un ITK de deuxième génération en première ligne, on va avoir une réponse chez un taux un peu plus élevé de 70 à 80 mais 20 à 30 vont avoir besoin d'un ITK de troisième génération et 50 vont avoir besoin d'un autre traitement. Donc, au bout du compte, on sait que 10 à 15 des patients LMC n'obtiendront pas de rémission durable, peu importe l'ITK employé. Donc, ça nous amène à parler de la résistance à l'imatinib, soit en première intention ou en deuxième intention. Par définition, une résistance en première intention, c'est vraiment une absence de réponse initiale acceptable. Donc, on a une résistance hématologique en première intention qui est assez rare, mais on peut quand même voir une résistance cytogénétique ou moléculaire chez environ un patient sur 4. Tandis qu'une résistance en deuxième intention, on parle d'une réponse initiale établie. Donc, on peut avoir une rechute hématologique, cytogénétique ou une rechute moléculaire. Le tableau ici, dans le fond, démontre les types de mutations là, qui ont été décrits là, pour la LMC. Notez, par exemple, que pour le ponatinib, c'est une molécule qui fonctionne bien pour tous les types de mutations. Et celle à laquelle on s'intéresse le plus, c'est le T315I, qui comporte pour 20 des mutations. Elle ne fonctionne pas chez aucun des ITK, sauf pour le ponatinib. Donc, l'éclusib, ponatinib, c'est un ITK de troisième génération. Par sa structure chimique, elle permet d'évader, dans le fond, la mutation T315I par son 2 carbone lié par le triple bond ici. Et donc, le ponatinib a été utilisé dans le PACE trial, pour lequel il y avait 449 patients. Chez les patients qui ont été résistants ou intolérants à dasatinib ou nilotinib, il y a des patients qui avaient la mutation T315I aussi. Il y a eu 5 ans de suivi et on a regardé quelle est la réponse cytogénétique majeure au bout de 12 mois. Ce qu'on a constaté, c'est que pour les patients, malgré qu'ils ont été traités là, pour la plupart avec 1, 2, 3, même 4 ITK, avec ou sans la mutation T315I, on avait quand même des bons taux là, de survie globale et de survie sans progression pour le ponatinib au bout de 5 ans. En termes de toxicité, on avait quand même beaucoup de toxicité, là, notamment douleur abdominale, hypertension, une augmentation des lipases et une myélosuppression là, telle qu'attendue avec les autres ITK. Mais en termes de profil de toxicité, qui est surtout ressorti que le ponatinib, c'était vraiment les événements artériels occlusifs et thromboemboliques là, avec le ponatinib, des taux quand même élevés là, à 13,8 et en kérat 3,4 à 10,6 qui étaient considérés très importants quand même pour le ponatinib. Par contre, ce qu'on a vu avec l'étude, c'est que sur le temps, au bout de 5 ans, donc les patients ont eu des ajustements de dose, le risque semblait diminuer avec le temps et il semble être dépendante de la dose. Donc, par extrapolation, une diminution de 15 mg de ponatinib pourrait diminuer le risque artério-occlusif d'environ 33 %. Donc, on s'est penché sur la question, donc si on réduit la dose de ponatinib, est-ce qu'on sera en mesure de maintenir quand même une bonne réponse pour les patients? La réponse, c'est oui. Donc, la réponse reste élevée avec ou sans réduction de dose. Donc, 81 des 84 patients avec une réduction de dose à 15 mg maintiennent une réponse là, à 5 ans. Donc, pour le ponatinib, c'est très important en fait d'évaluer les risques cardiovasculaires avant de débuter le traitement.
Le risque artério-occlusif est dépendant de la dose. On va absolument recommander de débuter une dose de 45 mg, puis de diminuer à 30 mg une fois la réponse hématologique complète atteinte après 3 mois. C'est sûr que s'il n'y a pas de réponse hématologique après 3 mois, on va cesser le traitement. Et c'est important d'aviser les patients de surveiller tous les symptômes de thrombose artérielle ou thromboembolie veineuse, donc douleur thoracique, essoufflement, œdème d'un côté de la jambe, faiblesse d'un côté du corps, difficulté à parler, vision diminuée ou brouillée. Donc, c'est la raison pourquoi le médicament est dans un programme de distribution contrôlée tel que demandé là, par Santé Canada. Donc, ça se complète ma présentation. Donc, j'avais juste une petite étude de cas. Donc, pour un patient, là, un homme, 47 ans, prend l'imatinib 400 mg dié depuis 7 ans. Il a été diagnostiqué LMC phase chronique, a eu une réponse cytogénétique complète après 6 mois. Il n'a aucune comorbidité, il ne prend aucun autre médicament. Il vient de passer un PCR et son oncologue lui a dit que son taux de cancer a légèrement augmenté et il est stressé. Il vous demande des recommandations. Que faites-vous? Est-ce que c'est on peut suggérer à l'oncologue de changer de traitement parce qu'il y a une augmentation du PCR? On pourrait vérifier les interactions médicamenteuses de son traitement, vérifier la compliance du patient, ou vous lui dites d'attendre au PCRQ prochain et peut-être que tout va revenir à la normale. Donc, je vous disais à ce moment-là, en tant que pharmacienne surtout, là, mais tous les professionnels de la santé, on va vérifier les interactions médicamenteuses et la compliance du patient. Donc, le patient, il dit qu'il ne prend aucun MBL et PSN. Par contre, il dit qu'il a cessé son traitement pendant 10 jours car il a fait un voyage avec sa famille et il ne voulait pas être incommodé par les troubles gastro-intestinaux. Donc, c'est important là, pour les patients, étant donné pour la LMC, c'est des traitements chroniques là, qui vont prendre sur plusieurs années, de toujours faire un suivi proactif avec les patients. C'est important en tout temps de renforcer l'observance, les interactions et la gestion des effets secondaires tout au long du traitement pour les patients. 40% des patients ne disent pas qu'ils ont des effets secondaires, soit par oubli, par soit manque de temps ou parce qu'ils ont peur de déranger. Donc, c'est pour ça que c'est important de les suivre proactivement. Et 35% des patients vont cesser leur traitement dans la vraie vie versus 10% dans les études cliniques pour les effets secondaires uniquement. Donc, en conclusion, l'ITK est vraiment le traitement standard pour la leucémie, la LMC en phase chronique. Le choix repose surtout sur le profil de toxicité, le plan thérapeutique désiré, la présence de mutations génétiques. En termes de gestion des effets secondaires, elle est très importante parce que même si elle est légère et modérée, c'est vraiment des traitements chroniques là, sur plusieurs années. Donc, ça peut être très incommodant pour les patients. Et on a quand même plusieurs effets secondaires graves, voire mortels, là, pour quelques-unes des molécules. Donc, c'est important de les déceler rapidement, puis de les traiter à temps. L'adhérence aussi chez unique, c'est vraiment important, là, surtout au niveau de la LMC. Donc, il y a des études qui ont été faites pour l'imatinib, pour lequel une adhérence de 90% et plus était vraiment un facteur indépendant là, par rapport à la réponse majeure moléculaire. Et chez les patients qui avaient une adhérence moins que 80%, aucun des patients a atteint un RMM. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut rappeler les patients là, en tout temps. Parce que pour les patients, quand ça va bien, bien ils peuvent négliger là, leur traitement à long terme aussi. Merci. Merci beaucoup, Kim, pour cette présentation. C'était très complet. Donc, on va passer à la période des questions. J'invite les gens. Donc, vous voyez une section qui est Q et R, questions et réponses. On a eu des petites questions durant la présentation. On va les poser. Ça va donner le temps aux gens là, de poser les questions s'ils le désirent. Alors, je vais y aller avec une première question qui est en lien avec un sujet, c'est un nouveau sujet, c'est la COVID-19. Alors, on n'en a peut-être jamais entendu parler, mais quelqu'un a posé une question en lien avec les vaccins.
Et la COVID-19, est-ce que les vaccins peuvent nuire à la performance des ITK dans la LMC? Donc, pour le vaccin des COVID, tous les vaccins disponibles, c'est sûr, ça n'a pas été étudié là, avec les ITK, mais selon leur mécanisme d'action, puis selon ce qu'on connaît avec d'autres vaccins, il n'y a pas de problème là, avec les ITK et le vaccin de la COVID. Excellent, merci pour cette précision. Quelqu'un demandait en lien avec les effets secondaires, douleurs musculo-squelettiques, décoloration de la peau, taches blanches au visage. Est-ce que ce sont des effets secondaires qui sont fréquents? On ne voit plus les diapos. Ah, pardon. Merci. Donc, pour les douleurs musculaires, on voit surtout que l'imatinib, surtout durant le premier mois, puis avec les autres aussi, c'est des effets secondaires escomptés. Pour l'hypopigmentation, je dirais qu'on voit surtout avec l'imatinib. Il y a des études qui ont été faites chez un faible pourcentage des patients pour lesquels on a constaté une hypopigmentation chez environ une personne sur 3 là, durant les 6 premiers mois de traitement. Puis suite à l'arrêt, il y a eu une repigmentation qui a été faite, puis des fois même une hyperpigmentation. Donc, je dirais que c'est possible, mais ça n'a pas été étudié chez un large nombre de patients. Mais définitivement, tout ce qui est hypopigmentation, même une repigmentation au niveau des cheveux blancs sont possibles avec tous les ITK, mais surtout l'imatinib. OK, merci beaucoup. On a aussi une question. Quelqu'un pose la question, un patient de 83 ans, diagnostiqué avec la LMC chronique, sténose aortique sévère, donc avec l'imatinib, une intolérance myalgie importante. Donc, il y a eu une modification du traitement pour le dasatinib, mais épanchement pleural important. Donc, il y a eu arrêt des traitements. Quelles seraient les autres options pour ce patient? Donc, dans ce cas-là, si on parle plus d'une intolérance, une toxicité, puis qu'il y avait une bonne réponse au traitement, c'est sûr, c'est selon l'oncologue, mais habituellement, on va plus changer pour un autre ITK de deuxième génération. Donc, pour lui, les options possibles, ce serait nilotinib ou le bosutinib aussi. C'est sûr que bosutinib n'est pas en médicament d'exception. Donc, normalement, avec la RAMQ, il faut essayer tous les médicaments d'exception avant. Donc, ce serait, comme j'ai peut-être plus nilotinib ou bosutinib là, dans ces cas-là. Étant donné que c'est une intolérance et non une résistance là, au traitement. Merci. On a d'autres petites questions qui sont rentrées. Quelle est l'interaction du Glivec avec synthroïde et TSH? Donc, le TSH est débalancé depuis la prise du Glivec. Oui, donc il y a des interactions possibles avec en fait, la plupart des ITK, le synthroïde avec le Glivec. À ce moment-là, on va juste recommander de doser le TSH et le T4 et d'ajuster la dose de synthroïde là, en conséquence. Et il y a deux petites questions. C'est toujours la même personne qui pose la question avec le Glivex. Donc, on demande si c'est important de prendre le Glivex à la même heure, si on a un oubli, que faire, et comment est-ce que ça se passe pour le sevrage au niveau du Glivec quand il faut l'arrêter? C'est ça, idéalement, c'est mieux de le prendre environ à la même heure. S'il y a un oubli habituellement, si l'oubli est dans les 12 heures suivantes, on peut reprendre la dose. Si ça fait plus que 12 heures, on ne recommande pas de doubler la dose à ce moment-là et juste prendre la prochaine dose à l'heure habituelle. Et pour le sevrage, il n'y a pas vraiment de sevrage. Ça, je dirais, ça dépend des oncologues, mais ça dépend s'il y a un effet secondaire ou une résistance, encore une fois. Donc, s'il y a un effet secondaire, c'est sûr qu'il y a des médecins qui vont peut-être soit diminuer la dose ou carrément changer, dépend du type de toxicité. Mais si on suspecte une résistance, donc au niveau du PCR, habituellement, s'il y a une augmentation là, du log, habituellement de 0,5 à 2 mesures consécutives, on va juste changer de traitement, puis un sevrage, il n'y a pas de conduite spécifique, mais je ne pense pas que c'est nécessaire d'emblée. Excellent. Quelqu'un pose la question. J'ai une petite question ici que j'ai répondu.
On va voir, je ne vois pas d'autres questions. Oui, c'est rentré, quelqu'un a eu peur. Donc, si un patient est sous traitement d'un IPP pour des ulcères gastriques, il le prend 2 heures après, est-ce que ça peut augmenter les effets secondaires? 2 heures après les repas, j'imagine. Oui, bien, pour le 2 heures, c'est vraiment que les antiacides, comme calcium, magnésium, des TUMS, les IPP, il y a un effet de 24 heures de toute façon, donc le prendre 2 heures après, ça ne va pas changer, mais c'est sûr que dans les cas des IPP, on va surtout essayer de savoir c'est quoi la raison. Si c'est des raisons pour lesquelles on ne peut pas l'enlever comme un ulcère gastrique à ce moment-là, on va le garder, mais on va aviser le médecin là, pour qu'il en tienne compte là, si le PCR n'est pas optimal là, pour ces patients. Excellent. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Dernier appel. On demande pourquoi est-ce que ça cause des douleurs articulaires et musculaires. Je ne sais pas à quel médicament fait référence. J'imagine les ITK en général, peut-être? Oui, bien, on pense que c'est surtout parce que quand on débute le traitement, c'est au niveau de la moelle osseuse que ça se passe. Donc, c'est ça qui expliquerait potentiellement là, les douleurs articulaires. Excellent. Bien, au vu du temps, on va terminer la période de questions. Merci beaucoup. Merci encore, Kim, du temps que vous avez pris. Merci énormément. Je vous rappelle que, donc, si tu veux juste changer la prochaine diapo, mais reste pas très important. C'est important, mais c'est pas grave. Je vous rappelle que cette formation est accréditée par l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, ainsi que par la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal pour 1 heure de formation. Alors, pour la Faculté des sciences infirmières, des frais de 10 s'appliquent. Référez-vous à vos courriels pour le lien pour le paiement en ligne, où vous voyez mes coordonnées si vous avez besoin de communiquer avec moi. On peut aussi faire parvenir une attestation de participation pour tous les professionnels qui le désirent. Et vous allez recevoir, après cette présentation-là, un lien pour le formulaire d'évaluation. Donc, on vous demande de remplir le formulaire d'évaluation. Votre attestation va ensuite vous être envoyée. Donc, en terminant, n'oubliez pas que nous sommes là pour aider la communauté. Donc, nous offrons du soutien aux personnes qui sont touchées par un cancer du sang et aux familles tout au long du parcours. Alors, n'hésitez pas à parler de nous, aux patients et aux familles. Et merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Soyez prudents. Bonne soirée. Merci, Kim. Merci.